La discussion générale est close. Nous passons à l'examen des articles du projet de loi avec un article liminaire, un amendement 10 qu'il présente. Monsieur Barros. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Il existe une constante depuis 2017. Le gouvernement, quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, maintient toujours la même politique économique. L'impôt sur les sociétés a été abaissé de 33 à 25%, les cotisations patronales ont été allégées, la CVAE est quasiment supprimée, le crédit d'impôt recherche distribué sans contrepartie significative. À chaque étape, la même promesse nous a été faite, la politique de l'offre devrait produire davantage d'investissements, davantage de croissance et in fine le redressement de nos finances publiques. En 2020, au plus fort de la crise sanitaire, le ministre Bruno Le Maire déclarait devant notre Assemblée, contrairement à ce que j'entends beaucoup dire, nous maintiendrons une politique de l'offre. En 2022, il annonçait encore que le projet de loi de finances marquerait la fin du quoi qu'il en coûte et le retour à une gestion normalisée des finances publiques. En 2024, lorsque les comptes publics se sont dégradés bien davantage qu'annoncé, le gouvernement a mobilisé au maximum les instruments permis par la LOLF, notamment les décrets d'annulation, afin de préserver cette même orientation économique. Et au terme de 8 années de cette politique, la dette publique s'est accrue de plus de 1 000 milliards d'euros. Ce constat devrait conduire à un examen critique du cap suivi. Il devrait au moins ouvrir un débat sur les choix économiques qui ont conduit à cette situation. C'est le sens de ces amendements de suppression, questionner la trajectoire. Entre 2027 et 2030, la loi de programmation militaire engagera plus de 52 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Dans le même temps, le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne augmentera d'environ 10 milliards d'euros. Et la semaine dernière encore, devant le MEDEF, le Premier ministre a réaffirmé le principe selon lequel il ne saurait y avoir de nouveaux impôts. Je vous pose donc la question, Monsieur le Ministre, cette politique de l'offre qui résiste au fait depuis bientôt 10 ans et à l'absence de majorité depuis 4 ans, comment comptez-vous l'appliquer cette année? Alors au Sénat peut-être par une seconde délibération, à l'Assemblée nationale au 49.3 ou par des ordonnances budgétaires. Je vous remercie de votre réponse. Merci. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur général? C'est un avis défavorable pour les mêmes raisons que les observations que j'ai mentionnées tout à l'heure sur la question préalable. Ce serait dommage de ne pas pouvoir examiner le texte qui nous est soumis, puisque la conséquence de l'adoption de l'amendement, ce serait effectivement de mettre fin au débat. Même avis défavorable. Je mets aux voix cet amendement 10 qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article. Pardon? Ah oui. Je vais mettre aux voix cet article liminaire avant de passer à l'article 1. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article liminaire est adopté. Je mets aux voix l'article 1er. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Article 2, même vote. C'est le même vote. Il est adopté. À l'article 3, 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Le premier, donc le numéro 1, par Monsieur le rapporteur général, au nom de la Commission. Oui, on va avoir un certain nombre. Je vais donner une explication pour l'ensemble des amendements, puisqu'il y en a plusieurs qui consistent. Donc, c'était aux articles 7, 8, 9 et 10. Et de ramener à l'article 3 l'ensemble des amendements qui consistent simplement donc à affecter au bilan le résultat comptable des années passées, 2021, 22, 23, 24, puisque ça n'avait pas été adopté. J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure. Et comme ces articles ne prévoient pas l'approbation du bilan tel que modifié par ces affectations, l'adoption de ces articles est en même temps indissociable de celle du présent article. Donc, c'est ce qui est proposé à ce stade. Merci, Monsieur le Ministre. Pour l'amendement 8, dans la discussion commune. Oui, merci, Monsieur le Président. Il y a dans l'amendement déposé par le rapporteur général 2 choses. Il y a la première qu'il a présentée à l'instant, qui consiste à regrouper au sein de l'article 3 les données relatives au bilan patrimonial pour les années antérieures à l'année 2025, d'où d'ailleurs les amendements qui s'en déduisent par cohérence, article 7, article 8, article 9, article 10. Je voudrais simplement préciser, même si ça
semble un peu technique comme discussion, qu'il n'y a ni dans la version du rapporteur général, ni dans la version qui vous est proposée par le gouvernement des éléments en plus ou en moins. Il s'agit de savoir comment on les répartit dans les différents articles. Je comprends l'argument du rapporteur général qui est de les rassembler dans un seul article au nom de la lisibilité. En revanche, il nous semble, nous, qu'au regard de l'annualité budgétaire, les éléments relatifs aux différents exercices, 2021, 22, 23, 24, 25, doivent figurer dans des articles différents, ce qui permet d'ailleurs à la représentation nationale et au Parlement de se prononcer différemment sur les différentes années. C'était un élément qui a d'ailleurs fait l'objet de discussions avec le Conseil d'État, raison pour laquelle je serai défavorable à l'amendement du rapporteur général et également du coup défavorable aux amendements qui suivront dans les articles pour la même raison. En revanche, l'amendement du rapporteur général proposait aussi une correction d'erreurs matérielles sur la ligne report des exercices antérieurs, fruit d'ailleurs des travaux qui ont été menés en commission des finances, et j'y suis favorable, et c'est ce qui guide l'amendement numéro 8 que je dépose, donc pas la partie relative au regroupement à l'article 3, mais la partie relative à cette correction d'erreur qui a été relevée par les travaux en commission des finances. Donc avis défavorable sur l'amendement numéro 1. Merci. Monsieur le rapporteur, sur l'amendement du gouvernement, le 8. Pour les raisons que j'ai évoquées, donc ce serait une demande de retrait au profit de l'amendement de la commission. J'entends le débat, mais nous n'avons pas l'avis du Conseil d'État. Donc je propose qu'on reste sur les positions du Sénat et on verra ce qu'il adviendra ensuite. Merci. Je vais mettre au voie l'amendement du rapporteur qui a reçu un avis défavorable. Monsieur Savoldelli, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président, et merci pour vos sourires, Monsieur le Ministre et Monsieur le rapporteur général. Là, on est toujours sur quitus sans quitus, avec ce petit amendement-là. Nous n'allons pas le voter, nous, pas par indifférence aux enjeux comptables, mais parce qu'il y a une question de logique et de cohérence, et elle nous oblige. Le rapporteur général a dit une chose tout à fait juste, consolider l'affectation des résultats 2021-2025 en un seul endroit, plutôt que de les disperser, c'est plus lisible, plus professionnel. C'est exact, monsieur le rapporteur général. Mais cette consolidation, elle sert une finalité, ça vous le savez bien. C'est faire entrer au bilan de l'État les résultats que le Parlement a refusé d'approuver. Et là, il y a une petite entorse quand même dans cette affaire, qui n'est pas technique. 550 milliards de pertes patrimoniales. Les faits, 2021, c'était non. 2022, c'est non. 2023, c'est non. 2024, c'est non. 4 fois, le Sénat a dit non. 4 fois. Et à chaque fois, d'ailleurs, avec la droite sénatoriale. Et maintenant, vous nous demandez qu'on ingurgite, on les ingurgite, excusez-moi, je n'ai pas trouvé d'autre terme, on les ingurgite, regrouper, consolider, mais quand même ingurgiter quand même. Et ça, c'est du politique, et vous le savez bien. Or, il y a un principe chez nous, groupe communiste Kanakis, on valide pas ce qu'on a refusé. Et pas 3 ans après, en plus, en glissant dans une sorte de compilation comptable, et c'est pas en prétendant que c'est une correction de forme. Tout ça par cohérence, donc nous voterons contre cet amendement. Merci. Très bien. Je vais mettre au voie donc l'amendement du rapporteur, le 1, qui a reçu un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement est adopté et fait tomber le 8 du gouvernement. Je mets au voie l'article 3, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 3 est adopté. Je mets au voie l'article 4. Même vote? Même vote. L'article 4 est adopté. Je mets au voie l'article 5. Même vote également. L'article 5 est adopté. Nous arrivons à l'article 6 avec un amendement numéro 2 de Monsieur le rapporteur général. Correction d'une erreur matérielle. Monsieur le ministre. Favorable. Je mets au voie cet amendement du rapporteur avec un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement est adopté. Je mets au voie l'article 6. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 6 est adopté. À l'article 7, 2 amendements identiques de suppression. Le premier et le 3. Monsieur le rapporteur général. Pardon, je vais considérer je les ai déjà défendus à chaque article. Merci.
et le 14, identique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, être identique ne vient pas des mêmes motivations et de la même lecture. Eh oui, c'est comme ça. Parce que quand même, non mais je ne sais pas ceux qui nous regardent s'ils arrivent à bien suivre. Mais vous suivez, ça c'est incontestable. Ouais. En gros, vous venez d'approuver à l'instant l'affectation des résultats patrimoniaux 2021-2024 à l'article 3. Vous avez voté, pas de problème, hein, vous avez voté d'accepter qu'il y ait 550 milliards de pertes patrimoniales, résultat que le Parlement avait rejeté année après année. Et tout ça pour que ça rentre formellement au bilan de l'État. Or, les articles 7 à 10, d'ailleurs, contenaient exactement la même chose, dispersée en 4 articles. Donc on comprend bien l'amendement du rapporteur général qui modifie l'architecture du texte. On comprend encore que le rapporteur général, logiquement, propose de supprimer ces articles puisqu'ils seraient devenus redondants. Mais il y a une autre question, est-ce que la droite est à l'aise avec sa proposition? Car qu'est-ce qui se passe? Vous validez le principe de faire entrer au bilan des comptes ce que vous aviez rejeté. C'est quand même un exercice politique qui n'est pas simple. Vous avez dit oui à cette validation rétroactive. Et maintenant, vous vous apprêtez à rejeter les articles 7 à 10 en disant ce sont des redondances, c'est la mauvaise technique. Vous voyez un peu l'exercice. Ça va, on n'est pas trop en pleine canicule ici. Ben, on ne peut pas faire les deux. Donc, vous ne pouvez pas à la fois dire affectation des résultats, c'est normal, et c'est lisible l'article 3, mais nous sommes les gardiens de la rigueur budgétaire en rejetant les articles 7 et 10. Ce n'est pas de la rigueur. Moi, je sens, même s'il y a le sourire et toute la convivialité de nos relations, moi, je vais vous dire un truc. Le « en même temps » pour la droite, c'est quand même un sacré embarras de faire du « en même temps » à la veille d'élections, où vous avez déjà des candidats. Merci, monsieur le rapporteur général. Je vous dirais, pour rester d'actualité, que c'est plutôt une manière de remettre les choses à l'endroit. Monsieur le ministre, vous confirmez l'avis défavorable? Bien sûr. Donc, je mets aux voix ces deux amendements identiques. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 7 est supprimé. L'article 8, deux amendements identiques. On est dans la même logique. Monsieur le rapporteur. Monsieur Savoldelli. Il est défendu. Donc, défavorable du gouvernement. Je mets aux voix ces deux amendements identiques avec un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour la suppression? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 7 est supprimé. L'article 8, pardon. Nous arrivons à deux amendements identiques sur l'article 9. Monsieur le rapporteur, même chose. Monsieur Savoldelli. Monsieur le ministre, avis défavorable. Donc, je mets aux voix ces deux amendements identiques de suppression. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Les amendements ne sont pas adoptés. L'article est supprimé. À l'article 10, deux amendements identiques de suppression. Monsieur le rapporteur. Idem. Monsieur le Savoldelli. Même chose. Monsieur le ministre. Défavorable. Donc, je vais mettre aux voix ces deux amendements identiques de suppression. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 10 est supprimé. Je mets aux voix l'article 11. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 11 est adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Donc, je mets aux voix le projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2025 en application de l'article 59 du règlement. Le scrutin public est de droit. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. 342 votants, 326 exprimés pour, 226 contre 100. Le projet de loi est adopté. Je vais suspendre, mes chers collègues, la séance quelques instants uniquement afin de permettre à chacun de s'installer pour le prochain point à l'ordre du jour. La séance est suspendue. Vraiment, quelques minutes. La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi rejeté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée
portant approbation des comptes de la sécurité sociale de l'année 2025. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur David Amiel, ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure générale, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président de la Commission. Je viens vous présenter aujourd'hui le projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale pour l'exercice 2025. Ce texte est d'abord un exercice de transparence, puisque depuis 2022, c'est un progrès net qui a été réalisé. La loi nous oblige, nous le gouvernement, à transmettre au Parlement chaque année les comptes définitifs de la sécurité sociale, dans le même format au fond que ce que l'on avait coutume de faire pour le projet de loi de finances, c'est-à-dire pour les comptes de l'État. Avant même d'examiner le budget de l'année suivante, c'est une bonne chose, puisque c'est l'illustration du contrôle parlementaire dans ce qu'il a de plus sérieux, ce chaînage vertueux qui veut qu'au printemps, on fait un retour sur l'exécution de l'année précédente pour préparer aussi dans les meilleures conditions les débats, les désaccords et les accords que nous aurons au moment de l'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année suivante. Ce sérieux, c'est celui de l'objectivité des faits. Et ces faits, les voici. Les comptes de la sécurité sociale sont en déficit de 21,6 milliards d'euros en 2025. La branche maladie à elle seule affiche 15,9 milliards de déficit, la branche vieillesse 7,1 milliards. Ce sont des chiffres lourds, ce sont des chiffres que personne ne peut contester, ce sont des chiffres qui ne sont pas conformes à l'esprit même de la sécurité sociale qui veut que, au-delà des quelques mois ou quelques années où joue le cycle économique, la sécurité sociale doit être équilibrée, puisque c'est une notion même de solidarité au sein d'une même époque que d'assurer cela sans reporter les paiements sur les générations suivantes. Et pourtant, ce que nous voyons ici, c'est tout le contraire, à la fois de l'esprit de la sécurité sociale, de son esprit fondateur et des obligations que nous avons face aux générations qui viennent. Il a été rappelé à l'instant dans les débats que nous avions autour du projet de loi de finances, le fait que la dette pouvait servir à financer des investissements pour l'avenir, c'est-à-dire des investissements dont les générations suivantes bénéficieront. C'est le cas en matière d'innovation, c'est en matière de recherche, ça peut être le cas en matière de défense par exemple. Nous avons ici des dépenses de solidarité qui bénéficient aux générations actuelles, elles doivent être financées par les générations actuelles. Libre à nous ensuite d'avoir un débat très politique pour savoir comment répartir cette charge. Mais le déficit lui-même, je crois, c'est trahir au fond l'esprit même de la sécurité sociale et de la solidarité nationale. Je voudrais aussi dire ce que ces chiffres ne disent pas seuls. Le déficit est inférieur de 1,4 milliard d'euros à ce que le gouvernement avait prévu. Et c'est dû à un pilotage des dépenses avec rigueur tout au long de l'année par le gouvernement de François Bayrou. Pour la première fois depuis la crise sanitaire, l'Ondam n'a pas été dépassé. Concernant les 1,7 milliard d'euros de mesures de freinage déclenchées à l'été 2025, au moins 1,2 milliard d'euros ont été effectivement réalisés. Ce n'est pas anodin et cela prouve qu'on peut maîtriser la dépense quand on s'en donne les moyens. Et je sais, mesdames et messieurs les sénateurs, que vous y êtes attentifs. Mais ce n'est bien sûr pas suffisant et personne ne pourrait se gargariser de ces chiffres. La trajectoire des dépenses sociales reste ici préoccupante et je voudrais rappeler à cette tribune que quand on regarde l'augmentation des dépenses publiques depuis 50 ans, elle est à 80% le fruit de l'augmentation des dépenses sociales. Nous ne pouvons ni nier cette situation, ni la traiter par des postures, parce que le choix qui s'offre à nous est simple. Soit nous prenons ce déséquilibre à bras-le-corps en maîtrisant la dépense, en poursuivant les réformes, en proposant aux Français des comptes sincères, sans reporter sur les générations suivantes la facture de nos non-choix, soit nous nous cantonnons à des promesses qui peuvent sembler confortables aujourd'hui, mais au risque d'être tôt ou tard rattrapées par la réalité, et je crains que ce ne soit plutôt tôt que tard, au détriment de notre sécurité sociale. Prendre ses responsabilités, dire la vérité, cela veut dire aussi prendre des décisions difficiles. Lorsque la revalorisation du SMIC liée au choc énergétique après la guerre en Iran a mécaniquement fait gonfler l'enveloppe des allègements généraux de cotisations patronales,
le gouvernement a décidé de reprendre la main. Ce n'est pas une décision facile, ce n'est pas une décision populaire, elle a été contestée, mais laisser dériver de plus de 2 milliards d'euros supplémentaires une enveloppe qui représente déjà 74 milliards, cela n'aurait pas été possible dans le contexte actuel, le contexte que nous connaissons de nos finances publiques. Nous avons décidé de ne pas baisser l'enveloppe des allègements généraux. Nous ne pouvions pas, en cours d'année, l'augmenter de plus de 2 milliards d'euros, au détriment de 2,8 milliards d'euros en réalité pour les comptes de la sécurité sociale, sans creuser encore une fois ce déficit que je viens de décrire. Avec mes collègues Jean-Pierre Farandou, Stéphanie Rist et Camille Gaillard-Mignet, nous sommes engagés dans la voie du redressement à travers des mesures de freinage dès l'année 2026, puis de nouvelles mesures qui devront être portées lors du prochain budget. Je ne vous parle pas là de coupe aveugle, je vous parle d'une maîtrise raisonnée, branche par branche, euro par euro. Enfin, en ce qui concerne le budget 2025 qui vous est ici soumis, je voudrais partager avec vous un élément majeur, puisque pour la première fois depuis 2019, la Cour des comptes a certifié l'ensemble des branches du régime général, y compris la branche famille. Cette non-certification avait d'ailleurs pu engendrer par le passé un rejet quasi automatique parmi certains parlementaires. Cet argument-là n'existe plus et cette certification est surtout le fruit d'un progrès concret. Elle n'est pas une simple évolution comptable ou bien le fruit d'un simple dialogue technique. Elle reflète une chose très simple qui est la réforme de la solidarité à la source. Et cette réforme de la solidarité à la source, grâce au pré-remplissage des déclarations des allocataires du RSA et de la prime d'activité, permet non seulement d'avoir des comptes qui sont plus justes, puisque de s'assurer que les prestations sont effectivement versées à ceux qui y ont droit, à la fois d'ailleurs pour lutter contre le non-recours et pour lutter contre des mauvais versements, permet également d'avoir des comptes qui sont désormais certifiés, plus fiables et plus sincères. Et donc c'est un progrès technologique, un progrès de l'action publique qui a permis d'avoir un progrès social et aussi un progrès comptable que cette certification des comptes de la branche famille. Mesdames et messieurs les sénateurs, ces comptes sont ceux de la sécurité sociale. Ils méritent d'être approuvés, d'être discutés dans leur trajectoire future, de faire l'objet ensuite de constats sans appel, ceux que j'ai commencé à formuler, ceux d'ailleurs que selon les sensibilités politiques, on pourra voir différemment, mais c'est une base solide, certification, je le rappelais pour la première fois, qui doit nous permettre ensuite de nous projeter dans les débats politiques et dans les différends que nous aurons, à n'en pas douter, puisque c'est le fruit de nos sensibilités différentes pour le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs les sénateurs, parce que je crois qu'on ne peut pas débattre de ce qu'on ne connaît pas, vous appelle à voter ce projet de loi. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Elisabeth Doineau, rapporteure générale de la Commission des Affaires sociales. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur pour avis, qui n'est pas là mais auquel je pense, mes chers collègues, nous voici donc réunis, c'est pour la 4e fois, pour l'examen de la loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale. Et cette année, il y aura un fait nouveau, qui est que pour la première fois, la Commission des affaires sociales va vous proposer d'adopter le projet de loi. Les 3 précédents PLAX ont tous été rejetés par chacune des 2 chambres du Parlement. Le PLAX que nous examinons aujourd'hui a quant à lui été rejeté par l'Assemblée nationale le 9 juin dernier. Si la Commission vous propose d'adopter ce texte, ce n'est évidemment pas parce que son contenu lui plairait particulièrement. Certes, on peut se réjouir de ce que l'exécution ait été un peu moins défavorable que prévu. Ainsi, en 2025, le déficit a été inférieur de 0,5 milliard d'euros à la prévision de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. En particulier, pour la première fois depuis 2019, l'ONDAM a été respecté, et vous l'avez souligné, Monsieur le Ministre, avec des dépenses inférieures de 0,5 milliard d'euros à la prévision, tout comme l'ensemble du budget. Cela a été permis par le déclenchement de la procédure d'alerte par le comité d'alerte des dépenses d'assurance maladie, c'était le 18 juin 2025,
qui a amené le Gouvernement à prendre des mesures correctrices pour 1,5 milliard d'euros. Mais avec un déficit de 21,6 milliards d'euros, le respect de la prévision de la loi de financement de sécurité sociale est une maigre consolation. Pourquoi, dans ces conditions, adopter ce texte ? Tout simplement parce que la loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale ne fait, comme son nom l'indique, qu'approuver les comptes. Ce qu'on nous demande, c'est de nous prononcer sur la fiabilité du thermomètre. Ce n'est pas de dire si la température qu'il indique nous plaît ou non. Or, la situation a radicalement changé depuis l'année dernière. La Cour des comptes a certifié les comptes 2025 de la branche maladie et de la CNAF. Cette certification s'explique par la généralisation en mars 2025 du dispositif relatif aux ressources mensuelles, ou DRM. Le DRM permet de sécuriser les données renseignées dans les déclarations pour les allocataires de la prime d'activité et du RSA, en s'appuyant sur des données disponibles par ailleurs. Selon la CNAF, la généralisation du DRM réduit les dépenses d'environ 1 milliard par an, en quasi-totalité pour la prime d'activité. Toutefois, les indicateurs de la CNAF mesurant la proportion de paiements erronés, qui pour des raisons de calendrier ne prennent pas encore en compte le DRM, continuent de se dégrader en 2025. Il est donc à craindre que cette tendance se poursuive, auquel cas la généralisation du DRM serait vite annulée par la tendance générale à l'augmentation de la proportion de paiements erronés. Il serait donc intéressant, Monsieur le ministre, que vous nous indiquiez quelles actions vous entendez mener pour éviter que cette réduction des erreurs de paiement de la CNAF et de la branche famille ne soit qu'une brève parenthèse, avant une reprise de l'augmentation de la proportion de paiements erronés. Si on compare ce Placss à ceux qui l'ont précédé, on constate à la fois l'importance des progrès depuis le premier Placss et la probable impossibilité d'aller beaucoup plus loin. Vous vous souvenez que dans le cas des Placss pour 2022 et 2023, le Sénat a adopté une motion de la Commission tendant à opposer la question préalable. En effet, ces textes présentaient d'importantes lacunes. Dans le cas du Placss pour 2022, rien n'allait. La Cour des comptes ne s'était pas juste déclarée dans l'impossibilité de certifier les comptes de la branche famille, comme dans le cas des exercices 2023 et 2024, mais elle avait refusé de les certifier. Autrement dit, elle ne disait pas qu'elle ne pouvait pas vérifier s'ils étaient justes, mais qu'elle savait qu'ils étaient faux. Un autre sujet sur lequel je ne m'attarderai pas, mais qui est présenté en détail dans le rapport, tient à la conformité insuffisante de certaines annexes à la loi organique. Depuis le Placss pour 2023, les annexes sont devenues davantage conformes à la loi organique, il faut le reconnaître. Toutefois, il est inévitable que, par exemple, les indicateurs, souvent coûteux à produire, ne soient pas tous actualisés chaque année, par exemple, s'agissant d'études épidémiologiques. Il est aussi probablement inévitable que la règle d'évaluation chaque année d'un tiers des niches sociales en nombre ne soit pas parfaitement respectée. Après tout, en montant, c'est 98% des niches qui ont été évaluées en 3 ans. Ce n'est pas si mal, c'est même plutôt très bien, et il n'est probablement pas possible de faire beaucoup mieux. Toutefois, il y a 1 an, il restait une lacune essentielle, l'absence de certification des comptes de la CNAF et de la branche famille. Ce problème est, je vous l'ai dit, désormais résolu, en tout cas pour l'instant. C'est pourquoi la Commission des affaires sociales vous propose d'adopter le Placss relatif au compte 2025. Malgré ce qui pourrait sembler une conclusion, je n'achèverai pas ici mon intervention. En effet, l'intention du législateur, lors de l'instauration du Placss, ce n'était pas tant de faire voter le Parlement sur les comptes que de favoriser un chaînage vertueux entre l'exécution de l'année N et le PLFSS pour l'année N+2. C'est pour promouvoir un tel chaînage vertueux que, comme les années précédentes, la Commission s'est intéressée notamment à des sujets relatifs aux différentes branches. Je veux saluer le travail de ma collègue Pascale Gruny, en charge de la branche vieillesse, qui s'est intéressée aux inégalités de revenus entre les retraités. Les mécanismes de solidarité garantissant un revenu minimal aux personnes retraitées ou âgées ont bénéficié d'importantes revalorisations.
C'est le cas par exemple de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou ASPA, qui vise à assurer un revenu minimum aux personnes âgées de plus de 65 ans, indépendamment de leur contribution au système de retraite qui a été revalorisé de 71,4% entre 2007 et 2026. C'est aussi le cas des minima de pension qui permet aux petites pensions d'atteindre 85% du SMIC net. Les pensions de droit direct, quant à elles, ont moins progressé, le législateur ayant dérogé à plusieurs reprises depuis 2018 au principe d'indexation annuelle des pensions de retraite sur l'inflation, dans un contexte d'augmentation de la dépense publique. Face à une dégradation de 4,5 milliards d'euros du déficit de la branche vieillesse entre 2023 et 2025, l'opportunité d'une indexation des pensions de retraite sur l'inflation fera sans doute débat lors des prochaines échéances budgétaires. Je veux saluer également le travail de mon collègue Olivier Henno, rapporteur de la branche famille. Il s'est intéressé aux outils permettant de renforcer l'implication des pères dans leur fonction parentale. L'investissement paternel est en effet un enjeu essentiel afin de favoriser un partage d'abord équitable des tâches domestiques entre les femmes et les hommes, un meilleur développement de l'enfant ou encore la réduction des inégalités de genre sur le marché du travail qui, selon une note de 2024 du Conseil d'analyse économique, aurait un coût économique de l'ordre de la dizaine de points de PIB. Ces dispositifs coûtent entre 0,5 et 1 milliard d'euros par an, essentiellement du fait du congé de paternité, réformé en 2021 et qui coûte 0,7 milliard d'euros par an. S'interrogeant sur les moyens de favoriser l'investissement des pères dans leur fonction parentale, Olivier Henno suggère d'améliorer la communication sur le congé de paternité, d'inscrire le congé de paternité dans une réflexion plus large, plus globale sur les congés parentaux et davantage impliquer les entreprises. Il souligne le coût qu'un renforcement du congé de paternité, préconisé notamment par la note précitée du Conseil d'analyse économique, pourrait avoir pour les finances publiques. Comme je vous l'ai indiqué, la Commission des affaires sociales vous propose d'adopter le PLAX relatif au compte 2025. Toutefois, ce vote ne doit pas être un aboutissement. Ce doit être un point de départ pour le prochain PLFSS. Il nous serait donc intéressant, Monsieur le Ministre, d'obtenir votre réaction sur les principaux sujets évoqués. J'inclus bien entendu dans cette remarque en particulier les observations que fera tout à l'heure le président Mouiller. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure générale. La parole est à Monsieur Vincent Capo-Canellas, en remplacement de Monsieur Vincent Delahaye, rapporteur pour avis de la Commission des finances. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des affaires sociales, Madame le rapporteur général, mes chers collègues, la Commission des finances saisie pour avis a donné à ce texte un avis favorable malgré plusieurs réserves. Tout d'abord, il faut souligner que les résultats sont globalement conformes aux prévisions de la loi de financement de la sécurité sociale. En 2025, le déficit de la sécurité sociale s'établit à 21,6 milliards d'euros. Il est légèrement inférieur aux prévisions de la loi de financement de la sécurité sociale qui prévoyait un déficit à 22,1. Les recettes sont conformes aux prévisions, ce qui n'était pas le cas en 2024, et l'objectif national de dépenses d'assurance maladie a été respecté pour la première fois depuis 2020. En deuxième lieu, la Cour des comptes a certifié avec réserve les comptes de l'ensemble des branches du régime général et de l'activité de recouvrement. Ce n'était pas arrivé depuis 2019. La principale évolution en 2025 tient à la certification des comptes de la branche famille que la Cour ne certifiait plus depuis 2021. Cependant, la Commission des finances émet d'importantes réserves quant à la trajectoire des comptes de la sécurité sociale. Le déficit des administrations de sécurité sociale, présenté par l'article liminaire du PLAX, est de 0,2% du PIB, soit 6,7 milliards d'euros. Sans les excédents de la CADES, il s'établirait autour de 22 milliards d'euros. En effet, le déficit constaté en 2025 est le plus élevé depuis 2012, hors période exceptionnelle de la crise sanitaire. Ce déficit s'explique par la hausse des dépenses qui progressent de près de 23 milliards d'euros en 2025. Ce déficit alimente la dette sociale
le montant de la dette sociale financée par l'ACOSS est passé de 34,6 milliards d'euros en 2024 à 59,4 milliards en 2025. L'ACOSS n'a pas la vocation à financer des déficits de nature pérenne. Or, cette situation va continuer puisque les déficits dépasseront 20 milliards d'euros chaque année d'ici 2029. Même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, l'ACOSS pourrait éprouver à terme des difficultés à lever des ressources sur les marchés financiers. Aussi, un nouveau transfert de dette sociale à la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES, à hauteur de 15 milliards d'euros, a été décidé par la LFSS pour 2026, sans s'appuyer sur une trajectoire crédible des comptes sociaux, ce qui est regrettable. De plus, la Commission des finances insiste sur le manque de lisibilité des comptes sociaux qui rend difficile le contrôle parlementaire. L'article 1er du PLAX devrait présenter les soldes des branches de la sécurité sociale avant et après transfert. Les branches ont reçu 70,8 milliards d'euros de transferts et en ont versé pour 59,2 milliards. Ces flux financiers importants ont une incidence sur les équilibres du système social et devraient être plus lisibles. L'alourdissement annuel des charges financières de la dette sociale devrait aussi faire l'objet d'une présentation transparente. L'absence d'informations claires sur le coût de la dette sociale est étonnante. C'est d'autant moins justifiable dans un contexte d'accumulation continue des déficits. Enfin, les dépenses de retraite sont insuffisamment lisibles. Un document unique devrait présenter les dépenses de retraite, en ce compris la subvention d'équilibre de l'État versée aux régimes spéciaux, ainsi que le supplément de cotisation employeur de l'État versé pour équilibrer les régimes de retraite des fonctionnaires civils et militaires. En définitive, la Commission des finances insiste sur la nécessité de documenter une trajectoire crédible de réduction des dépenses sociales et d'améliorer la lisibilité des comptes sociaux. Je vous remercie. Merci. Dans la suite de la discussion générale, la parole est au président de la Commission des affaires sociales, M. Philippe Mouillet, pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure générale, Monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues, l'exercice 2025 aura été exceptionnel à plus d'un titre. Tout d'abord, il aura été caractérisé par des modalités d'adoption du PLFSS particulièrement compliquées. Je vous rappelle, la discussion était mal partie dès le début, avec un texte déposé en retard du fait de la constitution tardive du gouvernement et du non-respect par l'Assemblée nationale de son délai constitutionnel de 20 jours. Toutefois, suite au débat, la CMP a été un succès. Une première depuis le PLFSS pour 2011. Ensuite, le gouvernement Barnier a été censuré sur les conclusions de cette dite CMP, ce qui a amené à adopter une loi spéciale, notamment pour autoriser la sécurité sociale à emprunter. La discussion du PLFSS a alors pu reprendre en nouvelle lecture. Pour respecter la lettre de l'article 45 de la Constitution, le Sénat a lui aussi examiné le texte de la CMP, alors même que l'Assemblée était tenue de repartir du dernier texte adopté par le Sénat. Ensuite, le gouvernement a eu recours au 49.3 sur chacune des trois parties du texte, après quoi le texte a été adopté par le Sénat. Un vrai parcours. Cette adoption conforme est exceptionnelle, car très souvent le Sénat, s'il est dans l'opposition du gouvernement, rejette le texte. Mais l'esprit de responsabilité a été plus fort que les enjeux partisans. Ces modalités de discussion atypiques, symptomatiques de la crise politique que nous traversons, ont été suivies par une exécution doublement atypique. D'un côté, l'exécution budgétaire se caractérise par une conformité à la prévision, ce qu'on aimerait voir plus souvent. Le déficit de la sécurité sociale et l'ONDAM ont été inférieurs de 500 millions d'euros à la prévision. Dans le cas de l'ONDAM, c'était la première fois depuis 2019 qu'il était respecté. Cela a été permis par le déclenchement de la procédure d'alerte, organisée par le comité d'alerte des dépenses d'assurance maladie pour la première fois depuis 2007. De l'autre côté, le budget 2025 s'est aussi caractérisé, hélas, par le niveau très élevé du déficit. On est d'ordre de 21,6 milliards d'euros, soit le plus important jamais atteint hors période de crise. Pour mémoire, le texte initial prévoyait un déficit de 16 milliards d'euros.
et le texte adopté par le Sénat un déficit légèrement inférieur de 15 milliards d'euros. Le supplément de déficit est dû aux modifications apportées par l'Assemblée nationale et aux négociations organisées par le gouvernement et les groupes politiques. On pourrait donc, a priori, se demander pourquoi la commission des affaires sociales propose d'adopter le PLAX. Nous devons être clairs sur la signification de ce vote. Juridiquement, la loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale, c'est une loi de financement de la sécurité sociale. Or, très souvent, le Sénat rejette en nouvelle lecture le PLFSS pour l'année suivante. En effet, le vote du PLFSS de l'année était habituellement considéré comme celui du PLF, comme le soutien de la majorité gouvernementale. L'adoption définitive par le Sénat en février 2025 du PLFSS pour 2025, au terme de la procédure particulièrement complexe que j'ai rappelée, est l'exception qui confirme la règle. On pourrait se dire que si l'on transpose cette logique au PLAX, il faut systématiquement le rejeter, sauf si le Sénat a adopté le PLFSS correspondant et si l'exécution a été conforme aux prévisions. Selon cette approche, il conviendrait de rejeter tous les PLAX, sauf à de rares exceptions, comme précisément le PLAX pour 2025, dès lors que le Sénat a adopté le PLFSS pour 2025, et que, une fois n'est pas coutume, le déficit a été inférieur au déficit prévu. Comme je l'ai évoqué, par esprit de responsabilité, nous voyons bien qu'il n'est pas possible de rejeter systématiquement les PLAX au seul motif que nous désapprouverions la politique menée. En effet, quand le législateur a décidé d'instaurer les PLAX, ce n'était pas pour cela. Il ne s'agit pas de permettre au Parlement d'approuver ou de désapprouver la politique de finances sociales du gouvernement en approuvant ou en rejetant un texte sans portée juridique. Nous devons, il me semble, renouer avec la vocation d'origine du PLAX. Si l'on s'en tient à son contenu, il est difficile de trouver un texte moins politique que le PLAX. En effet, ce contenu est très précisément défini par les dispositions organiques du Code de la sécurité sociale. Le gouvernement n'a aucune marge de manœuvre. Comme la rapporteure générale l'a souligné, le PLAX est un thermomètre. Ce qu'on nous demande, c'est de ne pas dire si la température qu'indique le thermomètre nous est agréable, c'est de dire si le thermomètre nous semble juste. C'est pourquoi la Commission des affaires sociales propose d'adopter le PLAX pour 2025. Toutefois, ce qui est réellement important, me semble-t-il, c'est le débat que nous pourrons avoir sur les perspectives relatives au prochain PLFSS. Le rapport de la Commission pose à cet égard diverses questions. Une première question est celle du montant de l'effort à réaliser. À l'initiative de la Commission des affaires sociales, l'annexe à la LFSS pour 2026 précise l'effort annuel moyen à réaliser sur le périmètre de la sécurité sociale pour atteindre l'équilibre en 2029 sur la base des hypothèses économiques de la LFSS. Celui-ci est d'environ 12 milliards d'euros. Faut-il s'en tenir à cet effort annuel de 12 milliards d'euros ? La Cour des comptes, dans son récent rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, préconise plutôt 10 milliards d'euros pour un retour à l'équilibre en 2030. En sens inverse, si on veut atteindre l'objectif de retour à l'équilibre en 2029, du fait notamment de la crise énergétique, il pourrait se révéler nécessaire que des mesures supplémentaires s'appliquent en 2027. Une deuxième question est celle de la nature de ces mesures. Les principales mesures envisageables figurent dans de nombreux rapports et sont connues. L'année dernière, la MEX du Sénat a publié un rapport synthétisant des chiffrages d'une centaine de propositions, sans en préconiser ni écarter aucune, pour un rendement cumulé de plus de 100 milliards d'euros. Donc il y a des possibilités. Une question essentielle est de savoir si l'on souhaite agir globalement sur les recettes ou les dépenses. La majorité sénatoriale a préconisé, dans le cas du PLFSS pour 2026, une réduction du déficit reposant très majoritairement sur les dépenses, conformément à ce qui a été fait dans les années 2010 et aux préconisations de la majorité des économistes. Toutefois, l'écart entre le texte initial du PLFSS et la loi adoptée, dont l'effort d'ajustement repose aux 2/3 sur les recettes, montre la difficulté à mettre en œuvre une telle stratégie dans le contexte politique actuel. J'espère, il est vrai sans trop d'illusions, que nous parviendrons à un résultat moins décevant avec le prochain PLFSS. Mais la difficulté, c'est que sans capacité à réformer nos politiques sociales, il est difficile de faire autre chose que d'une règle arithmétique de recherche d'économie
qui impactent forcément l'organisation de notre système social. Pour terminer, et pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains que je représente aujourd'hui votera en faveur de ce Placss, à l'identique de la Commission des affaires sociales. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Martin Lévrier pour le groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des affaires sociales, Madame la rapporteure générale, mes chers collègues. Depuis sa création par la loi organique du 14 mars 2022, le projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale poursuit un objectif simple, mais essentiel. Permettre à la représentation nationale de regarder la vérité des comptes sociaux en face. Or, depuis sa création, aucune des 3 lois d'approbation qui nous ont été soumises au titre des exercices 2022, 2023 et 2024 n'a été adoptée. Nos concitoyens attendent de la transparence, des comptes sincères et un cap clair pour notre protection sociale. Ces refus répétés ne les servent pas. Avant de vous dire pourquoi notre groupe votera en faveur de ce texte, je veux d'abord dresser, comme l'exercice l'exige, un constat sans complaisance. Et ce constat n'est pas bon, vous l'avez dit aussi, Monsieur le Ministre. Le déficit des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse s'établit à 21,6 milliards d'euros pour l'année 2025. C'est le niveau le plus élevé depuis 2012, hors année marquée par la crise sanitaire. Ce déficit se concentre principalement sur 2 branches, la branche maladie avec 15,9 milliards d'euros et la branche vieillesse avec 7,1 milliards. Il traduit un écart structurel entre la dynamique des dépenses en hausse de 3,6% en 2025 et celle des recettes qui n'a progressé que de 2,6%. La croissance spontanée de la dépense sociale, à elle seule, a creusé le déficit de 14,2 milliards d'euros sans que les mesures correctrices votées en loi de financement n'aient permis de la compenser intégralement. Et si rien n'est fait, ce déficit pourrait atteindre les 23,7 milliards d'euros en 2029. La dette sociale, de son côté, atteint désormais 99,7 milliards d'euros, en hausse de 6 milliards sur la seule année 2025. Pour autant, le rôle de ce texte n'est pas seulement de dire ce qui va mal, il est aussi de mesurer avec la même rigueur les progrès accomplis. Et sur ce point, 2025 marque une rupture qu'il serait malhonnête de passer sous silence. Pour la première fois depuis 2019, la Cour des comptes a certifié l'ensemble des 5 branches du régime général. J'insiste sur ce point, car il a, à lui seul, justifié le rejet des 3 textes précédents. La branche famille, dont les comptes n'avaient pu être certifiés entre 2022 et 2024, l'est désormais. Le tableau comparatif présenté en commission est à cet égard éloquent. Nous sommes passés en 4 ans du refus de certification en 2022 à l'impossibilité de certifier en 2023 et 2024 pour atteindre enfin la certification en 2025. Ces progrès ne se limitent pas à la seule certification. Le dernier indicateur renseigné dans les rapports d'évaluation des politiques de sécurité sociale, qui portait sur l'année N-2 en 2022, porte désormais sur l'année N-1. C'est 1 an de retard de moins qu'il y a 4 ans. L'évaluation cumulée des niches sociales, qui ne couvrait aucune niche en 2022, en couvre aujourd'hui 52%, mais qui représente 98% du montant total des exonérations concernées. Enfin, l'ONDAM a été respecté pour la première fois depuis la crise sanitaire, avec une dépense de 265,4 milliards d'euros pour un objectif fixé à 265,9 milliards. Mes chers collègues, voter pour ce texte, ce n'est pas cautionner un déficit, c'est reconnaître que la sincérité des comptes progresse, que les efforts de certification, de transparence et de lutte contre la fraude portent leurs fruits, et que ce sont ces progrès qui doivent nous permettre de bâtir demain des trajectoires de redressement crédibles. La Cour des comptes elle-même nous indique la voie. Un effort supplémentaire de 6 milliards d'euros par an, soit 10 milliards, en intégrant les économies déjà inscrites dans la loi de financement pour 2026, permettrait un retour à l'équilibre d'ici 2030. C'est un chemin exigeant, mais c'est le bon chemin. Madame la rapporteure, vous avez comparé le Placss à un thermomètre. Je préfère dire
que ce texte est une photographie de nos comptes sociaux. Une photographie, par essence, n'est pas politique. Son interprétation peut l'être. Or, nous votons aujourd'hui la photo, pas la légende, que chacun décidera d'y apposer. Pour toutes ces raisons, parce que ce texte consacre des progrès de certification qui doivent être salués sur tous les bancs, et parce qu'il nous engage vers la recherche d'un retour à l'équilibre, notre groupe votera en faveur de ces textes. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Bernard Jomier pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Madame la rapporteure générale, Monsieur le Président, pardon, mes chers collègues, nous étudions donc une nouvelle fois la LAX. Et si la loi organique de 2022 a créé cette nouvelle catégorie de loi, c'est pour permettre au Parlement de faire au printemps un point sur l'exécution des comptes de l'année écoulée en amont de l'examen du prochain budget social. Alors l'architecture comptable pourrait effectivement faire croire à un simple exercice technique sans autre portée, et ce serait une erreur. La LAX est pourvue d'une signification politique majeure, car elle fixe le résultat d'une politique, celle des comptes sociaux. Alors commençons par ce qui mérite d'être salué. 2 points positifs. Le premier, que pour la première fois depuis 2019, les comptes de toutes les branches et caisses ont été certifiés par la Cour des comptes. C'est un progrès réel dans la rigueur comptable et dans la qualité de l'information au Parlement. Deuxièmement, l'ONDAM a été tenu pour la première fois en 5 ans. L'objectif de dépenses a été respecté et même d'ailleurs légèrement sous-exécuté. Rappelons qu'il a été respecté au prix de la suspension de revalorisation pour les kinésithérapeutes, les psychiatres, les gériatres, les dermatologues, les pédiatres, tous des professionnels qui n'étaient pas à l'origine du dérapage. Au prix aussi du gel de dotation pour les EHPAD et les établissements médico-sociaux, retardant des déploiements de moyens attendus et tant débattus dans notre Assemblée. Il a donc été tenu non par des actions structurelles sur l'offre de soins, mais grâce à un vieil outil que nous connaissons bien, le rabot. Et malgré cela, 21,6 milliards d'euros de déficit en 2025, le niveau le plus élevé depuis 2012 hors année Covid. Un déficit qui a doublé en 2 ans. La branche maladie à moins 15,9 milliards, la branche vieillesse à moins 7,1 milliards. Et pour la première fois depuis 2013, même la branche accident du travail est déficitaire. La Cour des comptes prévoit des déficits supérieurs à 20 milliards par an jusqu'en 2029. La COS pourrait porter jusqu'à 150 milliards de dettes à court terme en 2029. Et la crise géopolitique, encore en cours, pourrait dégrader le déficit d'ici 2027 de plusieurs milliards. Sur l'article 3, le tableau patrimonial, celui-ci nous indique que le passif net de la sécurité sociale atteint désormais 99,7 milliards d'euros, un niveau supérieur à ce qu'il était au sortir de la pandémie. Ce chiffre révèle un endettement croissant de la sécurité sociale, faisant porter les déficits non par l'État lui-même, mais par les comptes sociaux. Et rappelons-nous, quand la crise Covid a frappé, l'État alors aurait pu assumer directement le coût de la crise sanitaire, mais il a fait le choix de transférer 135 milliards de dettes aux comptes sociaux via la CADES, en faisant peser sur les assurés et sur les générations futures ce qui aurait dû figurer au bilan de l'État. Ce choix politique délibéré explique en partie que nous nous battions aujourd'hui avec des records qui auraient dû rester ceux d'une parenthèse exceptionnelle. Car nous battons des records, mais ce ne sont pas les bons. Et quand on entend le gouvernement ou le groupe des Républicains, on va voter pour. Mais qu'est-ce qui légitime cette approche soi-disant technique, alors que la LAX, ça s'entend dans tous les exposés, est bien un objet politique? Je crois que si l'autosatisfaction était remboursée par la sécurité sociale, certains au gouvernement seraient riches. Les difficultés conjoncturelles ne suffisent pas à expliquer un déficit structurel qui se creuse année après année en dehors de toute crise sanitaire. Et les jeux d'écriture entre les branches ne changent pas plus la réalité. Nos finances sociales sont en mauvais état. La gestion des comptes sociaux depuis 2017 est très mauvaise. Côté recettes, les allègements généraux de cotisations représentent aujourd'hui 75,6 milliards d'euros en 2025 contre 29 en 2017. En 8 ans, ce poste a été multiplié par presque 3. La part des cotisations dans le financement de notre protection sociale est passée
à 48% aujourd'hui contre 82% en 1993. Et cette année, le rapporteur général de l'Assemblée nationale a écrit au gouvernement pour connaître le montant des exonérations non compensées en 2025. Pour mémoire, il était de 5,5 milliards en 2024. À ce jour, aucune réponse n'a été obtenue. Et ce silence nous dit beaucoup sur l'état d'information du Parlement sur les finances sociales. Côté dépenses, car c'est important. Oui, des économies sont possibles. Des économies intelligentes, ciblées, fondées sur l'évaluation réelle de ce que la collectivité finance. Oui, nous devons clore ce temps où nous dépensons les ressources de la collectivité pour financer des offres de santé qui n'améliorent pas l'état de santé de notre population. Oui, il est irresponsable de consacrer en quelques années 30 milliards de plus à la dépense de santé sans que le lien entre cet argent et de meilleurs indicateurs ne soit établi. Reconnaissons que le conservatisme de la dépense nourrit la dégradation d'indicateurs de santé. Et la Cour des comptes, par exemple, l'a elle-même indiqué quand elle rappelle que la France est l'un des derniers pays de l'OCDE à prendre en charge des cures thermales sans que leur service médical rendu ait été démontré. 350 millions d'euros par an, en hausse de 16% en un an. Alors nous ne nions pas l'importance économique des territoires thermaux, bien sûr, mais dans un contexte où l'on suspend les revalorisations des kinésithérapeutes, où on gèle les dotations des EHPAD, la question de ce qui est médicalement justifié ne peut plus être esquivée. Le temps des lobbies doit s'incliner devant celui de l'intérêt général, à l'heure où l'état de nos finances met en péril la sécurité sociale elle-même. C'est le sens d'une régulation sérieuse, pas un rabot aveugle, mais bien une évaluation rigoureuse et le financement de ce qui est nécessaire. Et que dire devant l'inaction du gouvernement face à la financiarisation du système de soins ? Des groupes privés à but lucratif captent des pans entiers de notre système de santé. Cliniques, laboratoires, centres dentaires, opticiens, en optimisant leur modèle économique sur des actes rentables au détriment de la qualité et de l'égalité d'accès aux soins. Si nous ne disposons pas à ce stade d'un chiffrage précis de ce que coûte cette financiarisation à l'assurance maladie, les ordres de grandeur en jeu sont sans commune mesure avec d'autres postes de dépenses. Là se trouvent des marges de manœuvre et c'est précisément là que les gouvernements de ces dernières années n'ont pas voulu regarder. Il y a une urgence également, c'est que la CADES qui doit amortir 121,7 milliards de dettes sociales d'ici 2033. Tout nouveau transfert, au-delà des 15 milliards déjà prévus pour 2026, va nécessiter une loi organique. Mais une telle loi ne peut être envisagée sans trajectoire crédible de redressement, faute de quoi les déficits s'accumuleront. Alors, quelle mesure a pris le gouvernement ? En fait, on ne sait pas précisément. On nous a annoncé 2 milliards d'économies dans le champ social sans en préciser la nature précise. La Cour des comptes, elle, en demande 10, soit 6 milliards supplémentaires par an, en sus des 4 déjà programmés. L'écart entre les annonces et la réalité n'a jamais été aussi grand. Ainsi, le texte que nous étudions aujourd'hui appelle à des messages clairs pour la préparation du prochain budget, car le PLFSS 2027, nous le savons, s'écrira dans un contexte difficile. Nous ne sommes pas dans l'opposition pour dénoncer, mais pour proposer. Et nous avons proposé un chemin alternatif viable, fondé sur une justice sociale et fiscale, une nouvelle construction de l'Ondam plus proche des territoires, des objectifs de santé des acteurs, une réduction des exonérations de cotisations, un véritable virage de la prévention avec une politique de l'alimentation et pas seulement des intérêts agroalimentaires, la mise en œuvre d'une fiscalité comportementale complète, une augmentation des revenus de la CSG sur les revenus du capital. Oui, ce chemin existe, mais malheureusement, les PLF successifs ne l'ont pas pris. Un seul exemple, aujourd'hui, les dépenses de prévention ne représentent que 2,6% des dépenses de santé courantes en France. Alors, mes chers collègues, approuver ce texte, ce serait entériner une politique d'appauvrissement des recettes sociales qui dure depuis 10 ans. Et à l'arrivée, une montagne de déficits. C'est approuver une gestion qui est mise en échec. Ce n'est pas un vote technique. Ce serait dire aux soignants gelés dans leur revalorisation, aux résidents d'EHPAD privés de moyens, aux retraités à qui l'on a promis 100 € pour leur en donner 30, aux millions de salariés piégés dans les trappes à bas salaire, c'est ainsi et rien ne changera. Nous ne l'acceptons pas. La sécurité sociale mérite mieux que l'inaction, le déni et les jeux de tuyauterie. Pour ces raisons, le groupe socialiste votera contre ce texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Mme Cathy Apoursopoli pour le groupe communiste républicain, citoyen et écologiste Kanaki.
Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le projet d'approbation des comptes révèle un déficit de 21,6 milliards d'euros en 2025, le plus grave depuis 2010, hors crise sanitaire. Comme chaque année, ce déficit justifie d'avance une conclusion qui préexiste. La dépense serait insoutenable. Seules des mesures de réduction des dépenses pourraient sauver le système. Nous portons une autre analyse. Ce déficit est d'abord un déficit de recettes. Il est le produit de choix politiques réversibles. Certes, les recettes progressent moins vite que les dépenses, 2,6 contre 3,6, mais derrière ce ratio, c'est la transformation de notre modèle de financement qui sous-entend le problème. 89,4 milliards d'euros d'exonération de cotisations réduisent chaque année l'assiette. Le coût des allègements généraux a triplé en 10 ans. Depuis 2019, 18,3 milliards d'euros cumulés de non-compensation pèsent sur les comptes. Simple arithmétique, le déficit a été organisé sciemment. C'est le refus de compenser les exonérations, c'est la fiscalisation du financement, la TVA remplace les cotisations qui l'ont creusé. La loi du 25 juillet 1994 impose que toute exonération soit intégralement compensée par l'État. Ce principe existe sur le papier. Or, le déficit de compensation est passé de 2,4 milliards en 2019 à 5,5 milliards en 2024. Autrement dit, on organise un manque de recettes puis on le présente comme preuve qu'il faudrait réduire les prestations. Quant à la TVA sociale, elle n'est pas un projet d'avenir. Elle existe déjà depuis 2019. 50 milliards d'euros de TVA affectés compensent plus de la moitié des exonérations. Cet impôt frappe indistinctement l'aide-soignante et l'actionnaire du CAC 40 au même taux. C'est une rupture avec l'esprit même de la sécurité sociale. Troisième angle, la dette soumet la Sécu au marché. La COS plonge à moins 29,1 milliards de trésorerie. Le plafond d'emprunt monte à 83 milliards pour 2026. Ainsi, avec 1,14 milliard d'euros de charges financières, la sécurité sociale est progressivement soumise aux lois du marché. Et la CADES amortit 16,2 milliards en 2025 grâce à 18,9 milliards prélevés sur les ménages via la CRDS et la CSG. Ces sommes colossales financent la dette plutôt que les prestations. Mes chers collègues, ce Plax est le dernier avant l'élection présidentielle. Il constitue donc un moment particulier. Le Parlement peut dresser le bilan de 10 années de détricotage de notre modèle social, mais il ouvre aussi le débat sur ce que nous voulons en faire demain. Car deux conceptions de la sécurité sociale s'affrontent. La première considère la protection sociale comme une charge à contenir. Elle conduit aux franchises médicales, à la désindexation des prestations, à la financiarisation de la santé, à la capitalisation pour les retraites, à la réduction progressive des droits. La Cour des comptes parle déjà de 10 milliards d'euros d'économies par an. Nous refusons cette perspective. Nous défendons la sécurité sociale intégrale, le projet du 100% Sécu. Un modèle qui considère la santé, la retraite et la protection contre les risques sociaux, non comme des marchés à ouvrir, mais comme des droits collectifs à garantir, financés par la solidarité, par la conditionnalité des exonérations, par une contribution accrue des revenus financiers et des dividendes. D'autres choix sont possibles. Les exemples abondent. La CNRACL affiche un déficit de 2,3 milliards. Le gouvernement répond en augmentant la cotisation employeur de 3 points, 1,8 milliard, prélevés directement sur les budgets des collectivités. Ces 1,8 milliards auraient pu servir à recruter des agents territoriaux, renforcer les services publics de proximité, améliorer les écoles et les EHPAD. Même logique pour l'hôpital. L'Ondam exécuté s'élève à 265,4 milliards, mais son respect coûte 5,1 milliards d'économies imposées en cours d'année, dont 1,2 milliard sur les hôpitaux. Résultat, moins de soins, moins de recrutement, plus de tensions. Et pendant ce temps, la hausse programmée des crédits militaires jusqu'en 2030 est 18 fois supérieure au dépassement de l'Ondam. Ce n'est donc pas une question moyen, c'est une question de choix politique.
Le groupe CRCE votera contre ce texte, comme il s'est opposé à chacun des PLFSS qui organisent cette trajectoire. La sécurité sociale héritée d'Ambroise Croizat n'est pas condamnée au déclin. Nous pouvons faire d'autres choix. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Raymonde Poncet-Monge pour le groupe Écologie, Solidarité et Territoires. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Chaque année, depuis 4 ans, nous analysons une photographie de l'exécution budgétaire de la sécurité sociale de l'année précédente. Chaque année, les mêmes constats, à tel point que la Cour des comptes renonce à émettre des recommandations puisqu'elles ne sont pas suivies d'effet. Nous aurions pourtant, suite à son précédent rapport, soutenu une politique de réduction des niches comme des sous-compensations des exonérations patronales qui, en cumulé depuis 2019, représentent plus du déficit dont nous parlons aujourd'hui. Aussi, nous partageons l'analyse du président de la Commission des finances de la haine, comme quoi tous les assauts contre la sécurité sociale sont mus par l'idée qu'il faut affamer la bête pour en venir à bout. Car la sécurité sociale est un affranchissement insupportable à l'égard des lois de marché, d'où une politique des caisses vides. Rien ne sera donc entrepris contre la financiarisation de la santé, malgré ses surcoûts, ni pour une politique ambitieuse de prévention qui permettrait à la dynamique des dépenses de décroître, ni pour le virage domiciliaire qui limiterait, par exemple, les hospitalisations dites inadéquates. En 10 ans, aucune vision pluriannuelle partant des besoins territorialisés de santé et portant des mesures structurelles à même de maîtriser les soldes budgétaires. Dès lors, la hausse mécanique des dépenses, qui peine à être contenue par des gains d'efficience, conjuguée à l'insuffisant effort structurel sur les recettes, donnera le prétexte à désocialiser les risques en les transférant, par exemple, sur les assurés et les ménages, en accroissant les inégalités sociales et territoriales. Notons que l'épuisement du modèle économique aussi pèse sur les finances sociales, tant en recettes qu'en dépenses. Les prévisions macroéconomiques se sont avérées, comme nous le dénoncions, trop optimistes. Le chômage est reparti à la hausse et la masse salariale, soit l'assiette quand même encore principale des ressources, a cru moins vite que le PIB, du fait d'évolutions des salaires insuffisamment dynamiques. Aussi, la Cour des comptes pointe que la dynamique des exonérations ciblées non compensées a été plus forte que prévu et a également pesé sur le niveau des recettes de cotisations sociales. Le ralentissement des assiettes, de la masse salariale, mais aussi de la consommation, donc de la TVA sociale, explique que la croissance spontanée des recettes ne suive pas la croissance des charges, malgré l'apport de recettes nouvelles. L'équilibre des comptes sociaux reste sensible au taux de chômage et à la politique salariale. Et tout décalage, par exemple, entre l'inflation et la sous-indexation des salaires, toute déformation de la répartition de la valeur ajoutée au détriment des salaires, déprime les ressources de la sécurité sociale. L'insoutenabilité apparente de notre modèle social répond en fait à l'insoutenabilité de la poursuite de la politique économique et sociale de votre gouvernement, de son obstination dans sa politique d'offre. Concernant la branche retraite, à moyen terme, par exemple, la part des dépenses de retraite dans le PIB demeure stable dans le scénario de référence du corps. Mais la baisse de la part publique des retraites des fonctionnaires, suite au blocage de la valeur du point, du choix de privilégier l'embauche de contractuels, entraîne de facto une baisse tendancielle des recettes qui crée l'écart entre dépenses et recettes. Concernant la branche santé, les efforts en exécution, suite à la procédure d'alerte sur l'Ondam, ont pesé majoritairement sur les établissements de santé et médico-sociaux, appelés à compenser la faible régulation des soins de ville. En milieu d'exercice, le Conseil de la CNSA avait dénoncé en vain le gel des crédits affectés aux structures pour personnes âgées et en situation de handicap au titre de la réserve prudentielle. Des hôpitaux empruntent désormais pour rembourser leurs dettes au détriment des investissements d'avenir. Nous avions souligné l'insincérité des budgets qui génèrent les dépassements en fonctionnement normal et provoquent une procédure d'alerte, et l'État décide seul ensuite des ajustements en évitant tout retour critique sur les ressources. L'approbation des comptes implique aujourd'hui l'approbation a posteriori de ces ajustements. Le coût exceptionnel de la crise Covid, sans recettes exceptionnelles,
pèse encore toujours sur la trajectoire de retour à l'équilibre du fait de la charge des remboursements en capital. Il existe pourtant un chemin alternatif pour préserver notre modèle social. La Cour des comptes certifie les comptes, c'est son rôle. Quant aux écologistes qui ne partagent pas la focale de cette photographie, car des photographies, on peut en prendre plusieurs, selon divers points de vue. Il n'y a pas une vérité qui tient dans une seule photographie. Donc cette photographie de l'exécution budgétaire, les écologistes jouent leur rôle, le leur, en votant contre et en refusant tout quitus. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Christian Billac pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure générale de la Commission des affaires sociales, Monsieur le Président de la Commission des affaires sociales, mes chers collègues, ce projet de loi d'approbation des comptes pour la sécurité sociale ne crée ni dépenses nouvelles ni recettes supplémentaires. Mais il ne fixe pas davantage les orientations futures de notre système de protection sociale. C'est, ça vient d'être dit et redit, une photographie des comptes de la sécurité sociale pour l'exercice 2025 qui nous renseigne sur l'état de santé financière de notre modèle social. Et c'est tout l'intérêt de ce rendez-vous instauré par la réforme organique de 2022. Pour la première fois, la Cour des comptes a certifié l'ensemble des branches du régime général ainsi que les comptes de l'ACOSS. Et cette évolution mérite d'être saluée. Mais le constat reste préoccupant. Le déficit des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse atteint 21,6 milliards d'euros en 2025, alors qu'il était de 15,3 milliards d'euros l'année précédente, contre 10,8 milliards d'euros en 2023. En 2 ans, il a donc pratiquement doublé. Comme les années précédentes, les branches maladie et vieillesse concentrent l'essentiel des déséquilibres, avec des déficits respectifs de 15,9 et 7,1 milliards d'euros. À l'inverse, les excédents enregistrés par les branches famille et autonomie demeurent trop limités pour infléchir la tendance générale. Et ces chiffres ne traduisent pas une difficulté passagère. Ils révèlent un déséquilibre devenu structurel, nourri par le vieillissement de la population, l'évolution des besoins de santé et une dynamique de dépenses qui demeure plus forte que celle des recettes. À cela s'ajoute un niveau d'endettement qui continue de progresser. Si nous ne redressons pas durablement nos comptes sociaux, la nouvelle dette de la sécurité sociale pourrait dépasser les 100 milliards d'euros d'ici la fin de la décennie. Cette situation engage notre capacité collective à préserver durablement notre modèle de protection sociale, car les réponses ponctuelles ne suffisent plus. D'année en année, les mêmes difficultés réapparaissent et les mêmes déséquilibres se creusent. Le redressement des comptes sociaux ne pourra pas résulter de seul ajustement budgétaire annuel. Cela suppose une réflexion plus profonde sur l'organisation de notre système de santé, sur la place de la prévention, sur l'accompagnement du vieillissement et sur les modalités de financement de notre protection sociale. Certes, l'ORDAM a été respecté en 2025, mais la Cour des comptes souligne également que cet objectif a été tenu au prix de mesures d'économie, notamment dans le secteur hospitalier et médico-social. Cette observation de la Cour mérite notre attention. Le respect d'une trajectoire financière est certes indispensable, mais l'effort ne saurait reposer durablement sur des établissements qui connaissent déjà des tensions de fonctionnement, de recrutement et d'investissement. L'enjeu de ce texte dépasse donc largement l'exercice comptable auquel nous procédons aujourd'hui. Il nous oblige à réfléchir aux conditions de soutenabilité de notre protection sociale, car il n'est pas question de choisir entre la solidarité et l'équilibre budgétaire. Notre responsabilité est de tenir ensemble ces deux enjeux. Mes chers collègues, la sécurité sociale demeure l'un des piliers de notre pacte républicain. Depuis plus de 80 ans, elle accompagne les Français face à la maladie, à la vieillesse, aux accidents de la vie et à la perte d'autonomie. Cet héritage nous oblige. Préserver la sécurité sociale nécessite davantage qu'une gestion annuelle des comptes.
Cela exige une vision de long terme et le courage d'engager une réforme structurelle. Nous le devons aux générations futures, car comme le rappelait Michel Rocard, notre système de sécurité sociale n'est pas un fardeau, c'est une richesse qui protège et unit. Pour conclure, malgré les résultats comptables, on pourrait se réjouir si le système fonctionnait bien, mais avec la multiplication des déserts médicaux, les difficultés pour prendre rendez-vous chez un spécialiste, avec les urgences saturées, ou encore, au niveau des retraites, des travailleurs qui, après avoir cotisé plus de 40 années, touchent une retraite misérable, je ne peux pas approuver ce texte. Et donc, le groupe RDSE se partagera entre l'abstention et le vote défavorable. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Olivier Henno pour le groupe Union centriste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de Commission, Madame la rapporteure générale, mes chers collègues, le projet de loi d'approbation des comptes de la Sécurité sociale a souffert depuis sa création d'un péché originel, celui d'apparaître comme un exercice de pure forme, sans véritable enjeu politique. Cette année, pour la première fois, notre groupe s'apprête à voter en faveur de son adoption. Ce n'est pas un détail de procédure, c'est le signe que quelque chose a changé et notre rapporteure générale Élisabeth Doineau vient de nous en exposer les raisons avec la rigueur qui la caractérise et je salue la qualité de son travail. Permettez-moi de revenir sur 3 points. L'exécution 2025, le respect de nos obligations organiques et la question plus grave de la soutenabilité de notre dette sociale. Sur l'exécution 2025 d'abord, le constat est en demi-teinte, mais un élément mérite, ça a été dit avant moi, d'être salué sans réserve. L'ONDAM a été respecté pour la première fois depuis 2019. Cela signifie que les mesures correctrices décidées après l'alerte de juin 2025 ont produit leurs effets et que l'État, comme les caisses, ont su tirer les conséquences d'un dérapage constaté en cours d'année. Après 5 années où le constat d'un dépassement ne déclenchait plus aucune réaction, c'est une rupture de méthode qu'il faut encourager et saluer. Le déficit, lui, continue malheureusement de se dégrader, 21,6 milliards d'euros après 15,3 milliards en 2024 et 10,8 milliards en 2023. La trajectoire est connue, documentée et nous ne pouvons nous en satisfaire. Mais elle est cette année très légèrement meilleure que ce que prévoyait la loi de financement. Deuxième point, le respect des obligations organiques. Et ici, mes chers collègues, il faut le dire avec netteté, nous assistons à un progrès, comme l'ont dit le président Mouillet et la rapporteure générale Élisabeth Doineau. Pour la première fois depuis la création du PLAX, les comptes de la Sécurité sociale ont été certifiés par la Cour des comptes. Les comptes de la branche famille et de la CNAF, qui faisaient l'objet de refus ou d'impossibilité de certification depuis 5 exercices, ont enfin obtenu cette certification grâce notamment à la généralisation du dispositif relatif aux ressources mensuelles qui sécurise désormais les déclarations des allocataires de la prime d'activité et du RSA. Notre rapporteur général a raison d'appeler à la prudence. Les indicateurs d'erreur de paiement risquent toujours de se dégrader et nous serons collectivement vigilants. Mais le mouvement est engagé. La lettre de la loi organique n'est pas entièrement respectée, mais l'esprit commence à l'être. C'est cet ensemble de progrès, mes chers collègues, qui justifie qu'à la différence des 3 précédents PLAX, notre groupe votera cette année en faveur de l'adoption de ce texte. Mais ce satisfecit de méthode ne doit pas nous masquer l'essentiel. Et c'est le 3e point sur lequel je veux insister, car il engage, au-delà de cet exercice budgétaire, l'avenir même de notre protection sociale. Notre sécurité sociale se finance par une tuyauterie singulière. On l'a vu au colloque vendredi, l'ACOS s'endette à court terme sur les marchés avant que cette dette ne soit périodiquement reprise par la CADES. Ce mécanisme repose sur un équilibre fragile. La CADES doit, par disposition organique, achever l'amortissement de sa dette avant la fin de 2033. Nous avons dû, à l'automne dernier, autoriser le transfert de 15 milliards d'euros supplémentaires de dette de l'ACOS vers la CADES, montant maximal compatible avec cette échéance. Mais à partir de cette année, le besoin de trésorerie de l'ACOS va croître chaque année du montant même de son déficit.
et les projections sont sans ambiguïté. Nous pourrions dès 2027 retrouver un niveau de besoin de financement de l'ACOSS n'ayant pas su couvrir seul lors de la crise sanitaire, ce qui avait alors contraint l'État à solliciter la Caisse des dépôts et un pool de banques en urgence. Ce risque n'est pas une hypothèse d'école, c'est un risque de liquidité qui menace directement notre capacité à honorer le versement des pensions, des prestations familiales et des remboursements de soins. Une sécurité sociale qui ne pourrait plus se financer sur les marchés à des conditions normales, c'est une sécurité sociale qui vacille dans ses fondements mêmes. C'est pourquoi notre satisfaction de ce jour reste très mesurée. Saluer la sincérité retrouvée des comptes, c'est bien, mais cette sincérité nous oblige. Elle nous met face à la réalité d'un déficit qui, sans nouvelles mesures, ne se résorbera pas et d'une dette dont le mode de financement même devient un facteur de risque. L'annexe à la loi de financement pour 2026 fixe l'objectif d'un retour à l'équilibre en 2029 avec un effort annuel de l'ordre de 12 milliards d'euros, ça a été dit. Notre groupe sera au rendez-vous de cet effort en plaidant pour que celui-ci porte prioritairement sur la dépense plutôt que sur de nouveaux prélèvements. Voter ce projet de loi d'approbation des comptes, c'est reconnaître les progrès accomplis dans la sincérité de nos comptes sociaux et c'est dans le même mouvement nous donner collectivement rendez-vous pour que cette sincérité devienne enfin le socle d'un redressement durable. C'est dans cet esprit de responsabilité que le groupe Union Centriste votera ce texte. C'est dans le même esprit que le groupe Union Centriste souhaite ouvrir une réflexion. La branche maladie, en effet, demeure en déficit chronique d'environ 16 milliards d'euros par an. Or, les mesures proposées année après année restent pour l'essentiel des ajustements de paramètres. Disons-le sans détour, si les indemnités journalières posent question, ce n'est pas seulement le fait du patient, le fait générateur, c'est aussi la prescription, arrêt de travail, médicaments ou actes redondants. La Cour des comptes, dans son rapport de mai 2022, consacré à la maîtrise médicalisée, nous rappelle pourtant l'ampleur des marges de progrès. Notre dépense santé par assuré se situe dans la moyenne des pays de l'OCDE. Mais si elle était équivalente au niveau observé au Danemark, un pays que personne ne songera à qualifier de défaillant en matière sanitaire, nous gagnerions près de 19 milliards par an. Je rappelle que l'ordre de grandeur du déficit de la branche maladie est précisément de 16 milliards. Monsieur le ministre, mes chers collègues, allons-nous continuer indéfiniment à gérer ce déficit par l'augmentation des franchises, l'allongement des jours de carence ou le déremboursement, autant de coûts de rabot? Ou bien allons-nous enfin demander aux Français s'ils préfèrent conserver leurs droits et leur prise en charge actuelle, ce qui suppose non pas moins de prescriptions, mais une meilleure prescription? Donnons-nous alors les moyens d'y parvenir, obligeons l'usage de l'espace numérique de santé pour les patients, les médecins et les laboratoires. Pensons prévention, affirmons qu'une prescription remboursée engage la dépense publique et doit ainsi pouvoir être régulée. 19 milliards d'économies, chers collègues, ce serait une branche maladie excédentaire de près de 3 milliards d'euros chaque année, potentiellement un investissement renouvelé pour nos hôpitaux ou, autre exemple, une revalorisation du prix des consultations. Nous voterons donc, comme je viens de le dire, pour ces textes, pour la sincérité de la présentation, mais nous restons totalement lucides sur l'ampleur du chantier à venir, la maîtrise de la dépense publique sociale et la diminution de la charge de la dette. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Marie-Claude Lermytte pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de Commission, Madame la Rapporteure générale, mes chers collègues, depuis 30 ans, le Parlement dispose d'un contrôle sur les comptes sociaux. Ce qui devait être un grand rendez-vous démocratique est devenu au fil des ans un grand chamboulement politique. Le déficit se creuse avec une énergie redoutable. L'anniversaire est triste car le constat est vertigineux. La sécurité sociale n'est plus confrontée à une difficulté passagère. Elle fait face à une crise profonde, une crise structurelle. En 2021, alors que les conséquences de la pandémie de Covid-19 pesaient encore lourdement sur nos finances publiques, le déficit de la sécurité sociale atteignait 24 milliards d'euros. Il s'est ensuite réduit à 19 milliards en 2022, puis 11 milliards en 2023. Nous pouvions alors espérer un retour progressif à l'équilibre. Mais le projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui fait état d'un déficit de 22 milliards d'euros pour 2025. Hors période Covid, un tel niveau n'avait pas été observé depuis 2010. Et les projections pour les années à venir ne laissent guère place à l'optimisme. Les déficits devraient demeurer à des niveaux comparables.
Il faut donc regarder la réalité en face. Notre système de protection sociale n'est pas victime d'un accident conjoncturel, il est confronté à des déséquilibres durables. La démographie constitue une des principales explications. Dans un modèle largement financé par les cotisations assises sur le travail, la baisse de la natalité et l'augmentation du nombre de retraités par rapport au nombre d'actifs fragilisent mécaniquement l'ensemble de notre système social et pas seulement nos retraites. Parlons également de la branche maladie, dont le déficit représente à lui seul près de 16 milliards d'euros. Bien sûr, le vieillissement de la population et la progression des maladies chroniques y jouent un rôle majeur. Mais ce n'est pas tout. La part d'arrêt maladie continue d'augmenter à un rythme préoccupant. L'augmentation des salaires observée ces dernières années explique mécaniquement en partie cette hausse. Mais nous notons également une augmentation du nombre de jours d'arrêt. Entre 2019 et 2024, cela représente une hausse de 10%. Oui, il y a des abus. C'est pourquoi nous soutenons toujours les mesures de lutte contre la fraude ou de meilleurs encadrements des arrêts, notamment ceux délivrés en télémédecine. Les abus ne sont pas la seule explication. Plusieurs de nos voisins européens sont confrontés au même phénomène. C'est notamment le cas en Allemagne, où le coût des arrêts maladie est passé de 16 à 20,6 milliards d'euros entre 2020 et 2024. Que ce soit en France ou en Allemagne, force est de constater que de plus en plus d'arrêts, surtout chez les jeunes, concernent des troubles psychologiques comme l'anxiété, le burn-out ou la dépression. Cette évolution traduit une meilleure prise en compte de la santé mentale, ce qui constitue un progrès, mais elle révèle également une fragilité croissante de notre société. Nous ne pourrons pas durablement financer davantage de soins sans investir davantage dans la prévention. Santé mentale, maladies chroniques, maladies cardio-neurovasculaires. Le prochain virage de la sécurité sociale devra être celui de la prévention. La maîtrise des dépenses est une nécessité, mais mes chers collègues, Monsieur le ministre, nous ne pourrons pas faire l'économie d'une réflexion sur les recettes. Pour notre groupe, une chose est claire, la réponse ne peut pas être une hausse généralisée des cotisations sociales. Ce serait pénaliser à la fois la compétitivité de nos entreprises et le pouvoir d'achat des Français. À terme, cela détruirait des emplois et finirait même par dégrader les recettes de la sécurité sociale. La seule voie soutenable consiste à créer davantage d'activités et davantage d'emplois. Toute inertie des pouvoirs publics nous conduirait rapidement à une crise des liquidités. L'ACOSS avait déjà connu de fortes tensions de trésorerie durant la crise sanitaire. Or, dès 2027, son endettement devait dépasser le niveau historique atteint en 2020. Nous ne pouvons pas nous habituer à vivre sous perfusion d'emprunts. Nous espérons donc que le prochain budget permettra de dégager une trajectoire crédible de redressement afin de trouver les quelques 12 milliards d'euros nécessaires pour ramener la sécurité sociale vers l'équilibre à l'horizon 2029. Enfin, le PLAX de 2025 apporte quelques maigres consolations. Pour la première fois depuis 2019, toutes les branches de la sécurité sociale ont pu être certifiées par la Cour des comptes. Élément tout aussi exceptionnel, l'exécution de l'ONDAM s'avère meilleure que prévu. Pour ces raisons, et malgré les inquiétudes que nous inspirent les perspectives financières de notre système social, le groupe Les Indépendants votera en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La discussion générale est close. Nous passons à l'examen des articles du projet de loi. Je mets aux voix l'article liminaire. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article liminaire est adopté. Je mets aux voix l'article premier. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article premier est adopté. Article 2, même vote? C'est le même vote. L'article 2 est adopté. À l'article 3, même vote également? Même vote. L'article 3 est adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Madame Poncet-Monge. Merci, Monsieur le Président. C'est une adresse à Monsieur le ministre qui n'était pas là l'année dernière, effectivement. Une adresse à qui lise le rapport de la Cour des comptes, non pas de cette année, ce qu'il a dû faire, mais celui de l'année dernière. Et ça vous permettrait, Monsieur le ministre, de ne pas dire de façon impunie que la sécurité sociale doit être équilibrée. Quand, de 2019 à 2024, vous avez augmenté de 8 milliards les niches et les exonérations non compensées, donc vous avez privé de 8 milliards la sécurité sociale, et dans ce même temps, le déficit de la sécurité sociale augmentait de 6 milliards. C'est-à-dire que, en fait, vous avez privé de recettes 8 milliards
Et du coup, à même dynamique des dépenses, vous avez accru de 6 milliards le déficit. Donc c'est continuel. Et il est faux de dire que depuis 2010, le retour à l'équilibre n'a été fait que sur le levier des dépenses, c'est-à-dire baisser les dépenses. Ce n'est pas vrai. Il y a eu un retour à l'équilibre qui a mobilisé les deux leviers des recettes et des dépenses. D'ailleurs, on pouvait critiquer certaines mesures, mais c'est vrai que ça a toujours été lié. Parce que la dynamique mécanique, effectivement, est à une hausse. Et donc, il faut en tenir compte. Donc, et je me remarque d'ailleurs que ça a été faux, effectivement, à partir de 2010, où seul le levier des dépenses a été actionné et pas le levier de la recette. Et qu'en 2015, je veux dire, en 2015, le ministre de l'économie était Emmanuel Macron. Voilà, je mets aux voix le projet de loi portant approbation des comptes de la sécurité sociale de l'année 2025, en application de l'article 59 du règlement. Le scrutin public est de droit. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. 341 votants, 332 exprimés, pour 226, contre 106. Le projet de loi est adopté. Mes chers collègues, je vais lever la séance. Prochaine séance mardi 23 juin à 14h30 pour l'examen du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales. La séance est levée. Merci d'avoir regardé ce contenu jusqu'au bout. Pour faire vivre la chaîne et partager votre avis, vous pouvez liker ou commenter la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités et infos politiques. À très bientôt sur IFP.